Bonjour chers amis qui aimez bien ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. C'est vrai, je suis spécialiste des peuples de civilisation Akan. Aussi bien les Akans locuteurs du Twi, les Akans locuteurs de ce qu'on appelle le Tano, c'est-à-dire les Agni, les Baoulé, les Ano. Et puis des Akans lagunaires. Voilà, les Akans lagunaires comme les Tchama, les Aladjan, les Odjoukru, etc. Mais, pour ceux qui sont vraiment fidèles de ma page YouTube, Professeur Alou Kwame René, vous constatez que je fais des vidéos aussi sur les relations internationales. Ah oui, je suis polyvalent, je ne voudrais pas qu'on me confine seulement pour ce qui concerne l'histoire africaine et particulièrement l'histoire de nos ancêtres Akans. Voilà. Je suis polyvalent. Voilà. Je suis polyvalent. Donc, sachez cela, c'est important. Vous trouverez donc sur ma chaîne là, j'en suis, je ne sais pas même, c'est pas à 1000, peut-être 15 vidéos sur cette chaîne, Professeur Alou Kwame René, sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je voudrais avec vous mener une réflexion sur la politique du prince héritier de l'Arabie Saoudite, de la dynastie des Saouds, Mohammed Ben Salman, vis-à-vis notamment des États-Unis. En tout cas, l'orientation qu'il donne à la politique de l'Arabie Saoudite. Cette orientation est inédite. Cette orientation est différente de ce qu'on a vu jusque-là. N'oubliez pas que c'est avec le roi Abdulaziz Ben Saoud de l'Arabie Saoudite que les Américains ont conclu un accord, que les États-Unis ont conclu un accord pour qu'il soit mis en place ce qu'on a appelé le pétrodollar, c'est-à-dire le pétrole de l'Arabie Saoudite vient en soutien au dollar américain, mais en retour, les États-Unis s'engagent à protéger l'Arabie Saoudite. Quand ils disent protéger l'Arabie Saoudite, c'est protéger la dynastie des Saouds. Quand on dit l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est l'Arabie des Saouds. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, l'Arabie Saoudite était très directement liée aux États-Unis et veillait à ne pas heurter les intérêts des États-Unis, mais bien au contraire à défendre les intérêts des États-Unis pour pouvoir continuer à bénéficier, n'est-ce pas, de la protection des États-Unis. Vous voyez? C'est vrai. Les Arabes de l'Arabie Saoudite disent que l'Arabie Saoudite est comme une grande mosquée. Tout le pays est une mosquée. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ne permettent pas qu'il y ait d'autres religions qui s'expriment là-bas. Et où les Américains ils sont, je peux dire, comme dans une sorte de confinement. C'est une façon de parler. Hein. Ils sont dans leur zone où alors ils peuvent manger leur porc, boire la bière, boire le vin, etc. Ce qui ne plaît pas notamment aux fondamentalistes de l'Arabie Saoudite. Parce que la religion officielle là-bas de l'Arabie Saoudite, c'est l'islam wahhabite ou wahhabia. Vous voyez? C'est cela. Ça vient de Abdel Wahhab, qui a été, dit-on, un réformateur de l'islam, qui a mis en place une sorte d'islam rigoriste. Et c'est ça qui est en fait la religion officielle de l'Arabie Saoudite. C'est l'islam wahhabia ou wahhabite. Un islam très rigoriste. Vous voyez? Et disons qui est sunnite, bien sûr. C'est le rigorisme au sein du sunnisme. Mais on voit que l'actuel roi, le père de Mohammed Ben Salman, est très vieux. Parce que jusque-là, ce sont les fils d'Abdulaziz qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Donc de frère à frère. Donc le pouvoir passait de frère à frère, d'un même père. Abdulaziz Ben Saoud. Mais vous voyez que aujourd'hui, celui qui est là, le roi qui est là, c'est le dernier frère. C'est-à-dire, c'est le dernier fils d'Abdulaziz. Donc maintenant, on doit passer maintenant à la génération suivante. Et celui qui est là voudrait que ce soit son fils Ben Salman qui dirige le royaume.
Et c'est pour ça que Ben Salman est là. C'est lui qui prend les décisions parce que son père est très vieux. Son père ne peut rien faire. Donc c'est Mohamed Ben Salman qui prend les décisions. Il a passé une bonne partie de ses études, de sa vie aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis. Donc il connaît très bien l'Occident. Il connaît très bien l'Occident. Mais vous remarquerez que sa politique se veut totalement souveraine vis-à-vis des États-Unis. Voilà. Si vous ne comprenez pas cet aspect-là, vous n'allez pas comprendre les décisions de Mohamed Ben Salman qu'on appelle MBS. Il veut une politique souveraine vis-à-vis des États-Unis. Il ne veut pas être totalement dans les bras des États-Unis, soumis aux États-Unis et confiant toute sa sécurité aux États-Unis. Parce qu'il s'est dit que les États-Unis ne sont pas fidèles. Hein? Les États-Unis ne sont pas fidèles. Les États-Unis trahissent leurs alliés. Alors il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'un jour, ils ne pourraient pas nous trahir, ces Américains-là? Donc on a vu comment est-ce que les Anglais ont trahi les Arabes. Hein? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont trahi les Arabes. Hein? Qui auraient voulu, dans tout le Moyen-Orient, créer un État unique, justement, sous la gouvernance justement des princes de l'Arabie saoudite. Vous comprenez? Et donc, c'est par rapport à cette politique souveraine vis-à-vis des États-Unis que Ben Salman travaille. Il a fait entrer l'Arabie saoudite dans les BRICS. Ça, c'est une grande colère des États-Unis. Ça a suscité une grande colère des États-Unis. Les États-Unis estiment que Ben Salman les trahit et ne respecte pas l'accord qu'ils ont passé avec son ancêtre Ben Saoud. Pardon, Abdelaziz. Vous voyez? C'est ça. Deuxième chose, il a renoué des relations avec l'Iran. Or, la politique américaine consistait à utiliser l'Arabie saoudite contre l'Iran. Mais il faut dire que les deux pratiquent un islam particulier. Je l'ai dit, l'Arabie saoudite, c'est l'islam wahhabite qui est un islam rigoriste et sunnite. Mais la religion officielle de l'Iran, c'est quoi? C'est l'islam chiite duodécima. Duodécima parce qu'ils attendent le 12e imam. Voilà, le 12e imam doit se révéler. Voilà. Vous pouvez faire quelques recherches sur l'islam wahhabite ou bien sur l'islam chiite duodécima, qui est la religion officielle de l'Arabie, pardon, de l'Iran. Or, les chiites et les sunnites se sont livrés des guerres terribles dans l'histoire de l'islam. Vous voyez. Et donc, les deux pays étaient ennemis. Or, les deux pays se sont rapprochés. On a dit c'est par l'intermédiaire de la Chine. Mais en fait, je pense que c'est Mohamed Ben Salman qui a approché les dirigeants chinois pour que cet apaisement et cette relation se noue entre l'Arabie saoudite et l'Iran, des ayatollahs, parce qu'ils n'avaient pas de relation. C'était vraiment l'hostilité. D'ailleurs, c'est les craintes de l'Arabie saoudite concernant l'islam chiite qui a fait que l'Arabie saoudite s'est engagée pleinement dans la guerre au Yémen. Parce que les Houthis, qui sont des chiites, sont soutenus à grand renfort par l'Iran. Et c'est pour ça que l'Arabie saoudite s'est engagée pour que le gouvernement qui est sur place, qui est, je peux dire, dont les dirigeants sont des sunnites, c'est pour ça que l'Arabie saoudite s'est engagée pleinement. Et l'Arabie saoudite a procédé à de gros bombardements au Yémen. Quelquefois, les cibles n'étaient pas toujours militaires. Ils ont eu à bombarder des civils, tuant des femmes, des enfants, etc. Et donc, on a vu les États-Unis commencer à critiquer Mohamed Ben Salman. Il y a des médias qui ont commencé à dire qu'on doit poursuivre Ben Salman pour crime contre l'humanité dans sa guerre contre le Yémen. Vous voyez? Donc, Ben Salman s'est vu en danger. Il dit, mais tiens, ceux qui sont mes alliés m'accusent de crime contre l'humanité dans la guerre au Yémen. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout? Donc, il faut que je puisse m'écarter d'eux
et mener une politique différente vis-à-vis des États-Unis. Vous voyez. Et c'est ainsi qu'ils ont noué des relations avec l'Iran chiite. Vous voyez. Un apaisement. Une rencontre de dirigeants. Pour voir comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent, au-delà de leurs différences, quand même nouer des relations. Et ça, c'est une grande avancée faite par Mohammed Ben Salman. Il a fait en sorte que son pays entre dans les BRICS. Vous voyez, les BRICS qui veulent mener une politique différente du G7 et qui veulent briser la domination états-unienne à l'international avec la primauté du dollar. Voilà. Les BRICS ont décidé d'ailleurs de créer leur monnaie. Je crois qu'ils ne sont pas loin de parvenir à ce projet-là. Créer une monnaie pour les BRICS, une monnaie internationale pour les BRICS. J'entends certains dire que oui, c'est contre le dollar. Non, ils ne font pas ça contre le dollar. Ils font ça pour être indépendants vis-à-vis du dollar. Puisque les États-Unis utilisent le dollar pour sanctionner les pays. Ils utilisent le dollar pour sanctionner les pays. Mais ils ont bloqué des avoirs russes, des milliards de dollars. Ils ont bloqué cela. Mais beaucoup de pays se disent, mais tiens, qu'est-ce qui prouve que si les États-Unis sont mécontents de nous, ils ne vont pas comment on appelle ça, bloquer notre argent en dollars. Donc ça a créé une méfiance vis-à-vis du dollar. Et c'est ainsi que, bon, la Russie alors, avec les nombreuses sanctions, elle a décidé qu'elle fait son commerce maintenant en rouble, ou bien en or. La Chine aussi, en yuan. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Arabie Saoudite accepte de vendre son pétrole, ses hydrocarbures, en yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise. Mais ça, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un pied de nez aux États-Unis. Si les États-Unis trouvaient le moyen, ils allaient déclencher une guerre contre l'Arabie Saoudite. À cause de la politique de Mohammed Ben Salman, ils vont déclencher une guerre. Mais Mohammed Ben Salman a pris ses dispositions. C'est vrai, il achetait des armes auprès des États-Unis et des différents pays de l'Union européenne. Même, ils ont acheté beaucoup d'armes des Français. Beaucoup d'armes des Français. Mais aujourd'hui, ils achètent des armes aussi ailleurs. Ils achètent des armes russes. Ils achètent des armes chinoises. Et ils ont noué de grandes relations avec la Chine. Ce qui ne plaît pas encore aux États-Unis. Voilà un deuxième pied de nez aux États-Unis. Parce que les États-Unis voient la Chine comme une concurrente dangereuse pour son hégémonie mondiale. Oui. On a vu leur attitude concernant les puces. Les puces électroniques. D'ailleurs, ces puces-là, c'est le pays qui le produit en grande quantité, c'est Taïwan. Mais les Chinois, rapidement, ont pu mettre en place aussi une production de ces puces-là. Voilà. Et ces puces électroniques. Vous voyez. Donc, Mohammed Ben Salman mène aujourd'hui une politique totalement différente de ce qu'a été la politique de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Donc, Mohammed Ben Salman, il a une vision de ce que doit être l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, un pays qui était, je peux dire, à plus de 80% désertique, mais il a commencé à reverdir le désert. L'Arabie Saoudite aujourd'hui produit pas mal de produits agricoles, des agrumes, des fruits, etc. C'est ce que l'Arabie Saoudite fait. Vous voyez. Vous voyez. Donc, il met en place une structure agricole. Il est même en train de créer une ville futuriste. Une ville futuriste. D'aucuns disent que oui, bon, ça va un peu contre le rigorisme du wahhabisme, etc. Mais il fait en sorte que, même si demain, les réserves pétrolières et pétrolifères de l'Arabie Saoudite s'épuisent, l'Arabie Saoudite puisse vivre, avoir, je peux dire, un répondant économique dans d'autres domaines. À ça, vraiment, je pense que c'est une grande vision. Vous voyez, une grande vision. Vous voyez. Il est en train de reverser, c'est-à-dire qu'il accroît la surface arabe et agricole. Et ça, c'est important.
Vous savez que les Arabes de l'Arabie Saoudite, ce n'étaient pas des agriculteurs, ce sont des pasteurs, des éleveurs de chameaux, etc. Bon, mais aujourd'hui, Mohamed Ben Salman les amène à faire de l'agriculture. Et une agriculture moderne. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut exporter même des produits agricoles. Vous voyez? Exporter des produits agricoles. Et donc, moi je trouve que Mohamed Ben Salman, vraiment, il fait une grande innovation pour son pays et il fait des réformes importantes. Alors, on accuse d'être violent, d'être tyrannique, parce que Khashoggi, qui est un citoyen qui a de double nationalité, il est à la fois américain et puis d'origine saoudienne. Et il a été assassiné dans une représentation diplomatique de l'Arabie Saoudite en Turquie. Vous avez suivi l'affaire, ça ne date pas de longtemps, il a été assassiné. Même son corps a été découpé à l'intérieur de la représentation diplomatique de l'Arabie Saoudite en Turquie. Alors les gens s'en sont plaints. D'autres ont dit non, 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 mais pour ce crime-là, il faut arrêter Mohamed Ben Salman, etc. Moi, j'ai ri. Et ça vient des Occidentaux. Mais vous, les Occidentaux, mais pourquoi est-ce que vous avez autant de contradictions? Est-ce que les services secrets américains ne tuent pas des présidents? Et ils vont jusqu'à tuer des présidents. Ils vont jusqu'à tuer des présidents. D'ailleurs, dernièrement, les services secrets américains, ça a fuité. Ils avaient le projet de faire quoi? D'assassiner les dirigeants actuels du Niger, notamment du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger. Ils ont l'intention de les assassiner. Et même d'assassiner le président de la transition du Burkina. Sans doute alors pour Assimi Goïta, alors là, ils ont tellement fait des plans d'assassinat. Vous assassinez des présidents. Est-ce que le président Idriss Déby Itno n'a pas été assassiné et on soupçonne les services secrets français de l'avoir fait? Ils n'ont jamais répondu à ça. Même j'ai entendu même des Français dire, c'est la France qui a assassiné le président Idriss Déby Itno pour ensuite placer son fils Kaka Déby. Vous assassinez des chefs d'État, des présidents. Dans votre histoire, c'est ce que vous avez fait. Même Dag Hammarskjöld, qui a été le secrétaire général de l'ONU, qui voulait vraiment une politique juste, une politique internationale juste, ils ont fait comment? Ils ont piégé son avion et il est mort. Hammarskjöld, c'est comme ça qu'il a été tué. Ce sont les services secrets occidentaux qui ont fait cela. Et puis maintenant, parce que lui, ses services secrets ont tué Khashoggi, vous voulez l'accuser de crime pour dire que non, il faut qu'il soit arrêté pour cela. Mais beaucoup de services secrets tuent des chefs d'État. Ça, on sait ça. Ou bien ils tuent des opposants. Mais pourquoi est-ce que Mohamed Ben Salman a tenu à ce que Khashoggi soit éliminé? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que les services secrets de l'Arabie Saoudite ont été renforcés depuis que Mohamed Ben Salman a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Il soupçonnait fortement Khashoggi de mener des plans de déstabilisation de l'Arabie Saoudite avec la complicité des États-Unis. Et notamment même la main de George Soros, celui qui a créé Open Society. Parce que pour lui, Open Society, on doit pouvoir faire LGBT, etc. Bon, voilà. Le wokisme, etc. Et le pays qui est imperméable à toutes ces histoires de LGBT, etc., de tous ces désordres moraux, le pays le plus imperméable dans le Moyen-Orient et dans l'espace arabo-musulman, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. Donc, le fait d'avoir soupçonné, peut-être avec des preuves ou non, que Khashoggi était dans ce projet de déstabilisation contre l'Arabie Saoudite, c'est pour ça que Mohamed Ben Salman l'a fait éliminer. Et ça, ce n'est pas nouveau.
Beaucoup d'États font cela. Bien sûr, je n'approuve pas cela. Ne pensez pas que j'approuve cela. Mais je veux dire que cette attitude-là, beaucoup d'États le font. Beaucoup d'États le font. Ah oui, beaucoup d'États le font. Est-ce qu'aujourd'hui, même les États-Unis, ils osent envoyer des agents secrets en Chine? Ils n'osent pas. Parce que tous les agents secrets qu'ils ont envoyés en Chine, tous les espions qu'ils ont envoyés en Chine ont été systématiquement tués. Systématiquement éliminés. Vous voyez? Donc, Mohamed Ben Salman, il renforce la capacité économique, financière et sécuritaire de l'Arabie Saoudite. Et il veut maintenant mener je peux dire, à achèvement cette politique souveraine de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça qu'il est rentré dans les BRICS. Voilà. Et voilà. Il dit, vous pouvez acheter mon pétrole en yuan. Il n'y a pas de problème, ou bien avec de l'or, mais en yuan, vous pouvez le faire. Vous voyez. Et ça ne plaît pas à l'Arabie, ça ne plaît pas aux États-Unis. Ça ne plaît pas du tout aux États-Unis. Voilà. Il était récemment, je crois, à la rencontre du G20. Mais on a vu le froid qu'il y a entre lui et puis le président des États-Unis, Joe Biden. Voilà. C'est cela. Voilà. Oh, j'en suis déjà en 21 minutes. Je vais m'arrêter là. Donc, il faut comprendre ce que Mohamed Ben Salman veut faire. Voilà. Donc, et moi, j'approuve cette politique souverainiste. Tout comme aujourd'hui, beaucoup d'Africains luttent pour la souveraineté des différents États de l'Afrique. Pour la souveraineté des différents États de l'Afrique. C'est un passage obligé pour ne pas que notre jeunesse soit dans la misère. Récemment, il y a quelques jours, on a vu près de 7000 Africains, souvent des subsahariens surtout, sont allés à Lampedusa. Ils ont passé la Méditerranée, ils sont allés à Lampedusa. Alors la France pense qu'elle va pouvoir maintenir les pays d'Afrique dans cette misère avec sa politique du franc CFA et puis de ses armées partout. Ça ne peut pas continuer. Beaucoup de Français aujourd'hui commencent à élever des voix pour dire mais ça suffit. Que Macron, la France doit changer de politique vis-à-vis de l'Afrique. Mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Donc la politique souverainiste de Mohamed Ben Salman, c'est ce qu'aujourd'hui les Africains veulent faire. C'est ce que le Mali fait, c'est ce que le Burkina fait, c'est ce que le Niger fait. Et tous les autres pays là seront obligés d'en venir là. Ils seront obligés d'en venir là. Voilà. On a vu Patrice Talon, le président du Bénin, qui veut, qui est partisan, avec d'autres chefs d'État, d'aller à cette guerre contre le Niger. Mais lui-même, il a fermé les choses, la frontière avec le Niger. Mais le port de Cotonou ne marche pas. Je ne sais même pas si c'est Porto Novo ou bien si c'est Cotonou. Mais les ports aujourd'hui sont désertés. Voilà. Et la population a commencé à manifester contre lui et demander sa démission. Parce qu'il faut que nos chefs d'État comprennent qu'ils doivent en venir à la souveraineté. Voilà. Si eux-mêmes ils sont souverains, là, ils seront contents même de diriger les peuples d'Afrique. Mais tu reçois tes ordres de l'Élysée. Tu reçois tes ordres du Quai d'Orsay. Un simple ministre français peut venir te parler, toi, président d'un pays, représentant d'un État africain, il peut venir te parler comme il veut. Et puis tu acceptes ça. C'est pas bien. C'est honteux même, c'est honteux. C'est honteux. Voilà. Donc la politique souverainiste de Mohamed Ben Salman, c'est un exemple à suivre. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Venez sur cette chaîne-là. Abonnez-vous. C'est seulement votre connexion. Vous ne payez rien. N'allez pas sur les chaînes qui monétisent mes vidéos pour se faire de l'argent. Et vous pouvez me contacter au plus 225 05 75 04 36 21. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.